Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon d'IceTech, qui est donc un validateur francophone de l'écosystème Cosmos. On va voir un petit peu ce qu'il représente, comment il fonctionne et quelle est leur vision également de l'éco. On est en présence pour des cryptos de Mandawan, mon acolyte, et puis nous Hello. sommes avec Thomas et Joël. Bonjour à tous. Salut, salut. Hello, bonjour. Alors, pour bien démarrer, on va commencer. Je vous invite dans ces cas-là à vous présenter, euh, nous dire qui est Icetech, et aussi en quelques minutes, en deux trois minutes, votre parcours respectif. Donc on est une équipe franco-suisse basée à Genève. Joël est à Genève, moi je suis juste à la frontière en côté français. On est frères, voilà. C'est toujours mieux quand il s'agit de partager les mnémoniques. Et on a commencé à valider sur Terra il y a un peu plus de quasiment 2 ans, enfin au tout début de Terra, parce qu'on a toujours été intéressé dans les cryptos. Et comme ça marchait très bien, on a décidé en février dernier de créer cette société, donc qui est une société enregistrée, une SARL enregistrée en Suisse. D'accord. Donc depuis février 2021. C'est ça. 2022, pardon. 2022, oui, oui. 2022. Oui. Mhm. Voilà. Donc comme Terra, ça marchait très fort. On a profité pour s'étendre à d'autres chaînes, donc Injective, Band Protocol, etc. Aujourd'hui, on valide pour une quinzaine de réseaux, je pense, environ. Ça change de temps en temps. Oui. Bon, Euh, je les mets à puis, l'écran, hein, comme ça ouais, voilà, ils verront. donc on intègre des nouveaux projets qui nous paraissent intéressants, on stoppe de temps en temps des nodes qui sont plus tellement intéressants. Là, juste cette semaine, on a annoncé qu'on allait stopper Sentinel et Constellation notamment. D'accord. Voilà, bon, en respectant un délai de 3 semaines hein, pour n'embêter personne. Oui, puis Oui, avertir les et pour des délégateurs. raisons valables. Mhm. Il faut Voilà, aussi préciser la raison pour laquelle on prend ce genre de décision, pas à la légère, clairement, puisque oui, ça impacte nos stakers. Mais en l'occurrence, Constellation, apparemment, arrête. L'équipe de dev derrière a dit qu'ils arrêtaient pendant une durée indéterminée, donc voilà. Sentinel, c'est un autre problème, même si le projet reste très intéressant. En fait, il y a aucun trafic, voilà, Ok. sur la chaîne depuis des années, ils font rien. Ok. Donc voilà, on a pris la décision de se retirer là-dessus parce qu'en fait, on fait tourner des validateurs à perte, quoi. Ok. On pourra revenir là-dessus si ça vous dérange pas, éventuellement faire les mhm, raisons aussi des chaînes choisies et autres, et les projets qui peuvent vous intéresser. Pour continuer donc sur la présentation, iStack existe depuis février 2021. Vous validez une quinzaine de chaînes, grosso modo, on les voit là à l'écran. Pour vos parcours respectifs et aussi, je dirais, vos rôles et compétences, vous pouvez chacun nous faire un petit laïus sur votre parcours rapidement et puis vos spécificités au sein d'IceTech. Mhm. ouais. Joël, tu démarres? Ouais. Moi, j'ai un background technique. J'ai fait une école d'ingénieur relativement connue en France qui s'appelle EPITA. Suite de quoi, j'ai commencé ma vie professionnelle, plus ou moins un parcours standard, on va dire, avant d'arriver en Suisse. Aujourd'hui, j'ai un poste d'architecte technique dans une grosse boîte à Genève. Pour info, ceux que ça intéresse, nos profils LinkedIn sont sur notre site, dans la section About. Donc, vous pouvez parfaitement voir tout ce qui nous concerne. Je suis toujours architecte technique dans cette entreprise. Et en parallèle, voilà, avec Thomas, on a démarré ce business. Moi, j'ai plus une formation technico-commerciale. J'ai été pendant assez longtemps ingénieur d'affaires pour une société de télécommunications, puis une autre de services informatiques à Genève. Et en fait, maintenant, je fais à plein temps, je m'occupe de High Stakes. Le projet, c'est d'arriver à développer la société pour, voilà, de devenir un acteur vraiment majeur du secteur.
Donc on a la chance d'avoir quand même une expérience, une combinaison de capacités techniques en développement commercial, etc., stratégique, qui sont assez complémentaires. Et puis on a tous les deux aussi un réseau qui est pas négligeable dans la région, donc ça nous permet d'avoir voilà, des contacts, de trouver des partenaires, etc. Mhm. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Ok, et au sein d'Icetech, tu es le CEO, Joël le CTO, si on le Oui, si voit on à veut, l'écran. voilà. Oui, il nous a semblé qu'on devait se donner des titres, mais bon, dans les faits, c'est assez réparti intuitivement. Moi, je m'occupe aussi de tout ce qui est administratif, financier, etc., les relations avec le fiduciaire, ce qui est, voilà, parce que la fiscalité en Suisse, c'est peut-être encore moins simple qu'en France. Mais voilà, oui, en fait, on est vraiment en accord sur la stratégie, sur les choses à faire, donc voilà, ça Ouais, tout à marche fait. plutôt bien. Et très complémentaire, du coup, moi, avec, Mmh. avec mon background, on va dire, je suis à l'aise avec plus ou moins tous les programmes tous les langages de programmation. Donc, en l'occurrence, pour nos projets dont on va parler plus tard, là, je m'occupe principalement du développement, de la coordination aussi avec certains consultants externes quand on en a besoin. Donc, on est assez complémentaires. On peut dire que la seule chose qui nous manque, on va dire, où ça pêche un peu, ça va être plutôt le côté un peu commercial et marketing. Ouais, Voilà. Ok. La communication sur Twitter et tout, c'est pas notre truc, ni à l'un ni à l'autre, donc bon, on a quelques collaborateurs externes, de temps en temps, ponctuellement, mais voilà. et puis on peut pas tout faire à la fois. C'est ça, c'est ça. Puis en Ok. fait, on valide, mais on fait aussi, on essaye d'apporter un peu quelque chose à l'écosystème, en fait, aux chaînes pour lesquelles on travaille. Donc on fournit des services genre IBC Relaying à différentes chaînes. On fait des snapshots pour que des validateurs puissent euh, voilà, faire un reset de leur data ou démarrer des nodes rapidement. Mhm. On a un outil de géolocalisation des nodes sur une carte du monde. On participe à la gouvernance, etc. Enfin, on essaye vraiment d'être un validateur dans le voilà, dans le sens strict du terme, c'est-à-dire comme c'est prévu et pas juste faire tourner un node et puis vendre les rewards dès qu'on peut. Quand tu dis comme c'est prévu, Thomas, tu veux dire comme l'espère l'écosystème, tel Oui, que est défini le rôle? Ok. voilà, Exactement. c'est ça, oui, on essaye normalement, on est un petit peu impliqué dans les choses. Mhm. Quand on valide des projets, c'est parce qu'on croit en ce projet, Mhm. et pas juste parce qu'on espère que ça va générer de l'argent à un moment ou un autre. Donc d'ailleurs, par défaut, on évite les chaînes qui sont, ce qu'on les shitcoins, les meme coins et cetera. Ça nous intéresse pas de faire tourner des serveurs, de gaspiller de l'électricité pour du vide, en fait. Ok. D'accord. Donc vous choisissez vos chaînes un peu beaucoup par conviction, de ce qu'on comprend Oui, un peu. oui, absolument. Là, par exemple, on aimerait bien rentrer dans Lava, qui a démarré il y a pas très longtemps, le testnet, parce que c'est super intéressant. Il y a Dimension qui va démarrer bientôt aussi, c'est pareil. Mhm. Voilà, Sentinel, c'est quelque chose qui nous plaît énormément. Le problème, c'est que la centralisation finalement enfin, simplement, on n'a pas assez de délégations pour que ce soit rentable et vu comme c'est réparti, il n'y a aucune chance que ça se produise, donc on a Mhm. décidé de stopper. Voilà. Mais, Mhm. euh, Mhm. mais Mhm. c'est des projets en lesquels on croit. Oui, ça vous crève un peu le cœur, quoi. Un petit peu, ouais. Oui, mais clairement. D'accord. Mais à un moment, il faut aussi penser au fait Ouais. qu'on a une entreprise et on peut pas se mettre en danger pour une chaîne, quoi. Bah, non, non, surtout pour les services que vous rendez sur les autres chaînes, ce serait contre-productif. Mm. En parlant justement de service, vous avez commencé un petit peu à en parler. En termes de relaying, vous êtes relayeur de l'écho. Oui, on fait notamment entre Band et Injective.
Ouais. Après, c'est le principal et il y a vraiment beaucoup de trafic dessus, c'est l'Oracle surtout. Ouais. On fait aussi avec entre Cosmos, enfin avec Injective et Terra. Cosmos, je sais plus en fait. Vous, Il y vous en êtes a, il y en relayeur a. sur certaines Ouais. chaînes. Bon, c'est des informations qu'on peut retrouver, que je remettrai également sur YouTube, sur la description, mais vous pouvez retrouver aussi au sein de notre Discord dans la commu, avec des informations précises. En termes de services, est-ce que vous en avez un peu parlé, j'aimerais qu'on fasse un focus dessus, c'est les services, votre rôle dans l'écho avec d'autres chaînes ou ce que vous proposez en termes de prestat. Ouais, bah écoute, ce que je disais tout à l'heure, donc il y a les relayers, on génère des snapshots euh, Ouais. alors ils sont pas visibles sur le site proprement dit. Donc on fait quotidiennement des snapshots QuickSync Ouais. pour tous ces réseaux. Certains, c'est pas follement utile, par exemple au KP4 ou Territory, il y en a déjà pas mal. D'autres, c'est quand même beaucoup moins fréquent, comme Band Protocol, justement, Injective. Donc c'est Provenance aussi, c'est ce qui se sont révélés très utiles dernièrement parce qu'il y a un upgrade qui a pas fonctionné comme prévu, donc il a fallu pouvoir voilà, redémarrer des nodes en partant d'avant l'upgrade. Ouais. Ok. Voilà, donc on fait ça tous les jours. Alors c'est complètement automatisé, hein, évidemment. Et, euh, et puis voilà, On est aussi, on est aussi assez présent dans les channels techniques des Discord des chaînes, Ouais. entre autres pour du conseil technique, voilà, sur des gars qui débutent ou qui s'y connaissent pas trop en Linux et qui ont besoin d'un petit coup de main. D'accord. Moi, j'ai même été, pendant un bon moment, j'ai été modérateur officiel sur le Discord de Terra 1, ensuite de Terra 2 et du classique. Voilà, bon, j'ai arrêté parce que ça prend juste trop de temps au final. Mais voilà, on est pas mal accessible, on aide techniquement. On est aussi souvent contacté en fait par des utilisateurs qui stake chez nous, qui nous posent des questions sur les rewards, sur les APR, sur les wallets, sur ce genre de choses. Yes. Voilà, on Vous êtes essaie d'être assez actif. disponible. Ok. Je reviens juste sur le service de snapshot pour ceux qui ne sauraient pas ou pour avoir une correspondance. Est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ça sert justement le service que vous assurez à ce niveau-là? À quoi sert de faire des snapshots et dans quel but? ouais, en fait, si tu veux démarrer un node, tu vas devoir donc, enfin, de base, tu vas devoir le démarrer et commencer à récupérer tous les blocs depuis le numéro 1. Donc si on est déjà à 5 millions et quelques, ça va prendre un petit moment et beaucoup de place. Donc en fait, le snapshot, c'est un instantané d'un, des données d'une chaîne euh, de petite taille parce qu'on fait justement ce reset assez fréquemment. Donc ça te permet de décompresser ça dans ton dossier de données, de démarrer le node et en fait, il va partir d'un bloc très récent. Euh, donc ça va beaucoup plus vite, ça prend beaucoup moins d'espace disque. Il y a des fois, il y en a qui accumulent de plus en plus qui prennent de plus en plus de place. Et puis à un moment, l'espace disque, c'est ce qui coûte le plus cher dans les services cloud où quand c'est des serveurs bare metal, on peut pas vraiment les étendre à l'infini. Donc c'est nécessaire de nettoyer et puis de supprimer des données comme ça. Donc ça permet de très facilement de redémarrer ce node ou de démarrer un nouveau node. D'accord. C'est plus simple que la version qu'on appelle state sync, où dans ce cas-là, en fait, tu vas te connecter à un autre node à l'extérieur qui lui prend des snapshots et tu vas voilà, récupérer les données pour pouvoir repartir dynamiquement. Ok. Ça demande un petit peu plus de compétences techniques. Ok. Il faut savoir que dans le monde des validateurs, ce genre de service est extrêmement demandé, parce qu'en fait, l'espace disque dans les data centers est encore plus cher que les CPU ou la RAM.
Ouais. Ça, c'est étonnant, hein, pourtant on ne penserait pas, mais en fait, c'est le cas, quoi. Donc vraiment, quand on utilise des terras de données, ça coûte un pognon fou. Et évidemment, les validateurs ne veulent pas non plus forcément payer autant d'argent, à moins de vraiment vouloir faire tourner un full node. Donc c'est un service très demandé, en fait. On a beaucoup de succès avec ça. D'accord. Ok. Et puis ce sera plus clair pour les auditeurs également sur ce point-là, qu'on ne maîtrise pas forcément. Ok. En termes d'infra, tu as peut-être des questions, Manda, sur la partie infra ou structuration Bah de oui, stack? oui, carrément. Je crois savoir en plus que vous avez des convictions là-dessus, donc je pense que c'est le moment peut-être de venir sur vos spécificités un peu sur la partie vraiment infra, politique de gestion des données, etc., pour que ce soit bien Mhm. clair pour tout le monde, je pense. Ouais. Oui, bah on a bon, comme on a tous les deux une compétence technique assez importante, on a mis ça à profit pour créer une infrastructure plutôt sérieuse. Donc en fait, c'est un mix de cloud et de bare metal. Tu peux Euh, expliquer ce que c'est le bare metal pour les néophytes? Bare metal, en fait, c'est on va louer un serveur complet chez un hébergeur. Hmm. Ça serait équivalent à avoir ton propre PC chez toi sur lequel voilà, c'est ton PC à toi. Sauf que là, il est dans un data center, donc tu as tout l'internet, etc. Mais tu as le CPU qui est dédié, les disques qui sont dédiés, qui sont pas vraiment extensibles. À l'inverse, le cloud, tu peux donc les VPS où Donc les serveurs privés virtuels, ouais. voilà, tu vas sélectionner un nombre de CPU, une quantité de RAM, une quantité Hmm. d'espace disque, un système d'exploitation et tout est monté dans une machine virtuelle. Ce qui est, c'est plus cher comparativement, mais c'est beaucoup plus flexible aussi. C'est-à-dire que tu Hmm. peux ajouter de l'espace disque à la volée, à peu près autant que tu veux. Donc on utilise ça beaucoup pour des nodes mineurs, on va dire. Les vrais gros nodes importants, ils sont sur du bare metal parce on a un meilleur contrôle dessus. C'est plus stable. Mais C'est plus d'autres, stable, ouais, c'est ça qu'il faut voilà. expliquer aux gens, c'est que c'est connu pour être plus stable et on peut pas, entre guillemets, par erreur, venir réduire les capacités d'un ordinateur qui vous est dédié, mais éventuellement, Ouais. un problème côté hébergeur peut venir impacter un serveur virtuel, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Et par contre, s'il y a un problème matériel sur ton serveur dédié, Mm. bah, Là, c'est la logique inverse, voilà, il va être impacté voilà. véritablement, C'est quoi. ça. Alors que Ouais. les serveurs cloud, s'il y a des soucis, des fois le provider, l'hébergeur va remplacer du matériel, c'est invisible pour nous. Donc c'est vraiment, enfin pour moi le cloud c'est vraiment le futur de l'informatique. C'est déjà d'ailleurs, euh, c'est déjà le cas. Euh, donc voilà, on a ce mélange d'options. Avec ça, on a aussi un monitoring vraiment strict voilà, qui surveille tout l'état des disques, l'état de la mémoire, Mm. l'état des nodes aussi. Hein, si on loupe des blocs, on va avoir des alertes. S'il y a quoi que ce soit qui fonctionne pas, on le saura, ce qui nous permet d'être très réactif. Surtout qu'on a des rythmes assez différents dans le sens où moi je me lève très tôt, mais je tiens pas bien tard le soir, et Joël, c'est plutôt l'inverse. Donc en fait, il y a jamais un seul moment où on risque d'avoir 8 heures d'affilée où il y a personne pour regarder les alertes. Et en général, 8 heures, c'est à peu près le délai qu'il faut pour qu'un validateur soit jailed, si jamais Hmm. il y a un souci technique. Mhm. Ouais, donc vous relayez côté horaire pour assurer les différents services, Voilà, c'est ça. Et l'uptime, ça marche, etc. voilà. Ça marche plutôt pas mal parce que depuis qu'on a démarré, on n'a jamais été jailed sur aucun mainnet. Bon, les testnets, on s'en fiche un peu, hein, ça peut arriver. Mais les mainnets, c'est quand même du vrai argent en jeu. Et en plus, c'est pas que le nôtre, donc on fait un peu attention. Oui, c'est important. Beaucoup même, j'ai l'impression.
Oui, mais en fait, c'est automatisé au début. Voilà. Finalement, le développement du système de monitoring, le tuning des alertes et tout, c'est un petit peu compliqué, mais maintenant, ça marche un peu tout seul. L'avantage du cloud aussi, c'est que donc on peut étendre l'espace disque de manière automatisée avec les API des services et tout. Donc finalement, quand il y a un disque qui est plein, j'ai des scripts qui se déclenchent et puis qui vont racheter de l'espace et puis augmenter automatiquement la taille du disque. Ouais, donc zéro risque de plantage mémoire ou ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Ouais. Mhm. Ok. Et en l'occurrence, pour rebondir sur notre système de monitoring fait maison et assez avancé, et en même temps anticiper la prochaine question, c'est pourquoi est-ce qu'on valide que sur des chaînes de l'écosystème Cosmos? C'est directement lié justement à ce système de monitoring. Car en fait, il faut savoir que toutes les chaînes sont basées sur le Cosmos SDK, lui-même basé sur Tendermint, donc là, vraiment la base de la blockchain, enfin du code, du code de la blockchain. Et donc, en fait, simplement, ils sont tous faits pareil, en fait. Donc, on va avoir les mêmes systèmes de récolte de données, de métriques, ce qui nous a permis de faire quelque chose de très générique, très facilement étendable, en fait, aux nouvelles chaînes, où dès qu'on démarre un validateur, on peut le brancher dans notre système de monitoring très facilement. Et c'est pour ça, en fait, qu'on s'est spécialisé aussi dans l'écosystème Cosmos. Une des Mhm. raisons, en tout cas. Oui, Ouais. ça vous permet quand vous améliorez quelque chose, au regard d'un problème que vous avez sur une chaîne, ça vient s'agréger avec tout ce que vous avez déjà corrigé avant. Autrement dit, ça devient robuste, quoi, pour les gens qui... Exactement, exactement. Si on se mettait à faire de la validation sur Ethereum, par exemple, ça rentrerait pas dans le rond rentrerait pas dans le carré. Il faudrait refaire pas mal de choses. Ah, c'est plutôt robuste aussi de ce côté-là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, on comprend bien le principe. Et est-ce qu'il y a des chaînes sur lesquelles vous avez des difficultés? Typiquement, on dit Mhm. que c'est partout pareil, mais on sait que l'onboarding des validateurs n'est pas le même partout. En difficulté technique, je pense qu'il y en a une notable, c'est Injective. Ouais. Injective a un temps de bloc ils sont quoi, 200 millisecondes maintenant, 500? Enfin, c'est un truc horrible. Ouais. Horrible dans quel Alors, sens pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent? 200 le temps de bloc, millisecondes, c'est ça, c'est horrible. le temps de bloc, c'est le délai entre le mint de blocs, donc le délai entre l'exécution d'une transaction, en fait. Le moment où la transaction qu'on signe avec Kepler ou n'importe quel wallet va être inclus dans la blockchain. Donc ce sera dans le prochain bloc. Il faut savoir que Injective a de très très loin les temps de bloc les plus rapides de tout l'écosystème Cosmos. Ils ont fait énormément de modifications de code du reste pour en arriver là. Ça leur a pris longtemps. Et ils sont très pointus d'ailleurs. Et alors, générer des blocs plusieurs fois par seconde, ça met le hardware à rude épreuve quand même, hein, il faut bien le dire. Là, on parle plus de petites machines, hein, on parle de beaucoup de CPU, de beaucoup de RAM, et puis niveau disque, c'est du NVMe de quatrième génération, vraiment avec la bande passante la plus élevée possible. Mm. Donc, Donc, on peut dire, pour que les gens comprennent et qu'on leur apporte un peu une clé de lecture, c'est que ce qu'on n'imagine pas forcément, c'est qu'en fait, vouloir des blockchains avec des temps de résolution extrêmement courts, ça a des conséquences de votre côté. Si le consensus est relativement complexe, ça veut exactement. dire que votre ordinateur, en fait, il faut qu'il ait résolu les opérations qu'il a à faire, le temps dont il se dispose entre deux blocs. Donc, vous êtes Voilà. obligé d'avoir des grosses machines qui vont très vite. Donc, ça Mhm. vous Et, revient et très une cher. connectivité. Et une connectivité extrême, hein. Il faut un ping extrêmement bas, hein. Là, on n'est pas du tout sur du ping de Call of Duty pour faire des headshots, hein. Ça va très très loin. Ouais, bien sûr, bien sûr, Ouais. bien sûr. Mais ils ont fait ça parce que ça permet d'avoir une réactivité assez incroyable sur les transactions qui sont faites sur Pas sur le marché, sur leur ouais. plateforme. Ouais, Mais c'est vrai que je crois que le temps des blocs, c'est 300 millisecondes, il me semble, dernièrement. Mhm. Donc ça va très vite. Oui, ça sollicite beaucoup le matériel. Et c'est extrêmement difficile de pas louper des blocs, justement. Et donc Injective, c'est sur un serveur dédié chez LeaseWeb, je crois, euh, qui est extrêmement puissant, qui permet d'avoir quand même une qualité de service correcte, mais malgré ça, on n'arrive pas à signer tous les blocs. Et j'ai pas l'impression qu'aucun validateur y parvienne. Après, Mhm. c'est pas grave parce que ça n'impacte pas
le service général. Finalement, la chaîne, elle tourne, ça marche très très bien. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une telle rapidité? C'est pas sûr parce que on est obligé de. Enfin, ça prend un espace disque fou très rapidement. Donc il faut assez régulièrement faire un reset des données, etc. Pour pas être au bout des Euh, disques. Mais voilà. C'est combien de temps le temps de résolution de bloc dans Osmosis, tiens, par comparaison? 6 secondes. Ouais, à peu près. Ouais. Donc, pour que les gens se comprennent, dans les deux cas, il y a du trading de paires qui est fait dans des pools, mais on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. On est sur du 20 fois plus lent. Oui, Ouais, c'est mais, ça. mais pour le coup, le DEX d'Injective, ça envoie hein, quand même. Hein. Il faut bien reconnaître que niveau réactivité, c'est là. Hein. Mhm. Ouais, je suis curieux de connaître du coup le temps de bloc d'un DYDX, par exemple. On verra ce qu'ils Ça, impriment. ça va être à peu près la même chose. C'est le standard en fait dans les chaînes Cosmos. Ça va être allé entre 4 et 6 secondes. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils partent dans la même voie qu'Injective aussi, hein, pour améliorer la réactivité Ouais, de c'est leur possible. plateforme. Hein. En l'occurrence, on devrait être sélectionné en tant que validateur pour leur mainnet bientôt, donc on sera aux premières loges pour répondre aux questions. Très bien. Ah bah, C'est bon à savoir. Oui, fallait enfin, c'est ouais, pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Yes. on devrait. Sur vos hébergements, tu as parlé de l'EaseWeb, je crois, c'est Thomas. Oui. Ouais. Vous faites appel à quel hébergeur pour info? Quel hoster? Alors, on essaye de diversifier au maximum parce qu'en fait, on parle de décentralisation, mais le problème, c'est que, et ça se voit maintenant sur cet outil-là de géolocation qu'on a, tous les validateurs vont forcément vers le meilleur rapport qualité-prix, qui aujourd'hui, d'assez loin, c'est Hetzner en Allemagne, mais Hetzner qui ont une politique anti-crypto. Il y a quelques mois, ils ont bloqué tous les nodes Solana. Donc en fait, comme ils clarifient pas leur position par rapport au proof of stake, on ne sait pas si à un moment ils vont décider de tout stopper, et s'ils le font, il y a peut-être 2-3 chaînes qui vont s'arrêter temporairement le temps que les gens migrent ailleurs. Mhm, mhm. Donc évidemment on essaie d'éviter ça. Alors on a différentes conceptions qui s'opposent un peu, c'est-à-dire que on n'aimerait pas dépenser absolument tout ce qu'on gagne dans l'infrastructure, et de l'autre côté, on peut pas prendre des risques trop élevés non plus. Donc on a une bonne partie en fait des nodes qui sont sur Hetzner, dont notamment les testnets, les nodes un peu mineurs, ceux que si jamais c'est bloqué, on peut les remonter en l'espace de 2 heures, c'est fait. Ok. Donc c'est-à-dire que ceux où il n'y a aucun risque d'être jailed. Bon, si on a d'un coup 10 nodes à remonter ailleurs, ça va être un petit peu du sport, mais c'est gérable. Par contre, il y en a d'autres où c'est pas possible, c'est trop important, c'est vraiment les infras essentiels, où ça va être Secret Network, Cosmos, Injective, Band Protocol, où ça, si ça tombe, ça sera un petit peu plus long à remettre en marche, et puis tout simplement c'est trop important, il y a trop de délégations en jeu. Donc ça, c'est sur du bare metal, des serveurs dédiés, parce que on sait qu'il n'y a pas de risque, du moins le risque ce risque-là est absent. Il y en a d'autres, hein, et on essaye de diversifier. Donc il y a l'EaseWeb, il y a OVH, on est aussi pour certains clouds, on est chez Digital Ocean. Ok. On a Voilà. aussi du Amazon. On a aussi du Amazon, entre autres pour l'oracle de bande. Et on fait de temps en temps aussi appel à Google GCP, parce que malgré leurs tarifs assez exorbitants, il y a des fois où on a besoin d'un petit surplus de puissance, on va dire, et il n'y a pas beaucoup de providers dans le monde qui permettent de créer des machines avec 128 ou 256 CPU. Donc de temps en temps, alors on parle de cas vraiment très spécifiques, mais ça peut rendre service. Et pour aller chercher des hautes performances. Ok. Ok, ok. En termes de roadmap ou je dirais de vision d'Icetech en termes de développement, est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez nous faire part un peu de votre vision, des choses que vous allez mettre en place? Ouais, alors quand on a démarré la société, donc à l'époque la gloire de Terra, on avait un projet à long terme
disons, dans les 5 ans pour voilà, développer une plateforme en Suisse pour commencer, ensuite en Europe, destinée à favoriser l'adoption des cryptos par le grand public. Bon. Donc on avait des partenariats qui allaient se mettre en place, etc. La catastrophe de mai dernier nous a conduit à remettre ça à plus tard pour nous concentrer sur sur la survie, tout simplement. Donc on garde ça dans un coin de notre tête, mais ce sera pour plus tard. Dans l'intervalle, on essayait surtout de consolider nos positions sur les chaînes sur lesquelles on valide, parce que c'est quand même assez difficile de récupérer des délégations. On a investi beaucoup de notre argent personnel dedans pour pouvoir rentrer, pour pouvoir rester dans les active sets. Donc on a vraiment des gros montants personnels en jeu. Et maintenant, on va essayer de passer à une étape suivante, c'est-à-dire de devenir un validateur plus important dans l'écosystème qui sera connu, etc. Ce sera pas juste iStakes, c'est deux frères qui font leur cuisine dans leur coin, c'est voilà, une vraie société avec un vrai service. Donc on est en train justement de développer un système qui va nous permettre de proposer des bonus à tous ceux qui vont venir déléguer chez nous. Alors, ce qu'on appelle, excuse-moi, donc l'IBEX Ouais, c'est ça. Incentive Programme que je mets à l'écran. Voilà. Ouais. Ouais, donc pour le moment, alors on était parti sur une version du système qu'on devait mettre en ligne vers novembre dernier. Et juste avant, on a eu un meeting avec des avocats à Genève qui nous ont fait savoir que, alors oui, mais en fait, là, ça vous fait basculer dans le viseur de la FINMA, qui est l'autorité des marchés financiers en Suisse, et comme on allait faire en fait une ICO, en gros, euh, ça allait nous faire, voilà, il aurait fallu pour le faire qu'on ait une licence bancaire en Une licence Suisse. FinTech, carrément. Une Voilà. licence FinTech, c'est encore au-dessus. Et, Ouais, ouais. donc non, c'est de l'ordre de 300 000 francs et puis 2 ans pour minimum pour l'avoir. Donc en fait, on a modifié le système et ça va être, au lieu d'un token qu'on va émettre, ça va être des points de fidélité qui seront échangeables contre des atomes. Donc c'est-à-dire qu'on va pas filer des NFT ou des shitcoins quelconques, ce sera vraiment des vrais atomes qu'on peut convertir en vrai argent. En fait, le concept est assez simple, c'est que du coup, en tant que validateur, les utilisateurs viennent staker leur token chez nous. Ce qu'on s'est dit, c'est ce serait bien qu'ils viennent chez nous plutôt qu'ailleurs, forcément. Et donc, du coup, on va faire un programme qui va permettre justement d'attirer les stakers chez nous. Et donc, ce faisant, en fait, ils vont pouvoir s'inscrire à un programme. On est donc en train de finaliser la plateforme qui devrait être, espérons-le, disponible fin février ou fin mars. Mhm. Donc, en stakant chez nous, ils vont automatiquement récupérer des points fidélité, tout simplement comme quand je sais pas, on va à Carrefour ou ce genre de choses, on récupère des points fidélité. Et au bout d'un certain temps, ces points, quand ils en auront accumulé suffisamment, seront échangeables directement contre des atomes. Donc, c'est-à-dire en signant une transaction avec leur wallet, hein, pour s'authentifier, évidemment, parce qu'il y a tout un côté sécurité assez costaud à prendre en compte. Ces points fidélité seront échangeables, pareil, hein, comme à Carrefour, où on peut acheter des choses avec ces points. Donc, dans notre cas, ces points seront échangeables directement contre des atomes. Donc, on fera une transaction depuis un wallet qu'on contrôle, du montant prédéterminé sur le wallet du destinataire. Ok, ouais, donc le Et système de points de fidélité, pardon, donnera une correspondance comme, grosso modo, un airdrop validateur, à ne pas confondre avec un stake drop. Donc, vous allez pouvoir redonner de l'atome à vos délégateurs, quelles que soient c'est ça. les chaînes sur lesquelles ils délèguent chez vous. Ouais, C'est un genre de cashback, exactement. Un genre de cashback c'est un genre de reward Mhm. pour fidéliser la clientèle, tout simplement, en fait. Ok, Bon, il y a toute une plateforme à côté, sous forme d'un site web, qu'on est en train de développer activement. d'accord. Ok, Donc voilà.
Ok. On essaye en fait de rendre les choses aussi un peu fun, parce que sinon on pourrait tout à fait simplement enfin envoyer des atomes sans intermédiaire, mais on pense que pour que les gens s'intéressent, il faut qu'il y ait un côté un peu amusant, un côté jeu, d'où l'intérêt d'avoir voilà des ibex pour voilà, à accumuler, à décider d'échanger ou non. S'ils les échangent pas, il y aura un coefficient multiplicateur qui va s'appliquer pour que en fait s'ils attendent plus ils attendent, plus ils vont avoir un multiplicateur qui va venir augmenter leur revenu. Mhm. On essaye évidemment d'inciter les gens à staker chez nous à long terme. Euh, voilà, et puis après, je sais pas, par la suite, si ça marche, on pourra voir pour proposer d'échanger contre du merchandising, je sais pas, des mugs, des clés USB, des t-shirts ou ce genre de choses. Voilà, Ok. on verra. Il y a plein de possibilités avec ce système finalement. Et Ok. un des points importants du programme, c'est qu'en fait, il suffit pas juste de staker des atomes, par exemple, sur Cosmos pour être éligible à ce programme. N'importe quelle chaîne sur laquelle on valide, donc si la liste est sur le site, fonctionnerait. Donc, n'importe quel type de token staké sur un de nos validateurs sera équivalent, en fait. On donnera une reward en atomes, toujours. euh, voilà. Ok. Ok, Alors, bah, peut-être la question qu'on va nous poser, c'est ça commence quand? Vous avez prévu que ce soit rétroactif ou pas? Et faites attention à ce que vous allez Oui, répondre. Alors, c'est rétroactif, ça va être rétroactif. On fait des snapshots, si on veut, c'est-à-dire que depuis quand même maintenant quelques mois, on relève quotidiennement voilà, les wallets qui stake chez nous et les montants qu'ils stake et leur contre-valeur en dollars. Parce que ça va être ça la règle en fait. C'est pas quelqu'un qui va staker 1 million de RO1 là, sur SafeChain pour une valeur totale de 15 centimes. Ça va pas, voilà, il va pas peser tellement lourd dans la répartition des gains par rapport à celui qui stake 15 000 atomes, évidemment. Euh, mais on va justement faire une sorte d'airdrop initial. Euh, on va allouer un montant en atomes qu'on n'a pas encore déterminé, mais qu'on essaiera de rendre assez considérable. Et on va le distribuer à nos stakers à long terme, ceux qui seront inscrits, au prorata des montants qu'ils stakent chez nous et de la durée pendant laquelle ils auront staké en fait. Donc voilà, il y a un calcul qui est pas super compliqué non plus, mais voilà, ce sera un démarrage. Euh, ok. Puis on fera une bêta ouverte, certainement avant de lancer publiquement. Donc je pense on va contacter des gens sur le groupe Telegram Cosmos France, peut-être d'autres personnes qu'on connaît notre Discord voilà, aussi. tester. Ouais. Ok, ok. Euh, vraiment en court, en rapide, pour terminer sur ce point, en dehors donc des chaînes, des projets sur lesquels vous êtes validateur ou relayeur, est-ce qu'il y a des projets ou des chaînes qui vous intéressent, sur lesquels vous pourrez porter à notre attention et à celle de la commu? Vraiment en rapide, en revue, quelques chaînes voilà, qui retiennent votre attention? Moi j'aime bien Provenance. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une grosse équipe derrière, il y a du monde. Euh, pour le moment, ça rapporte rigoureusement rien du tout, mais je crois très fort au potentiel de cette chaîne. Donc on valide chez eux à perte depuis le début, mais pour le coup, c'est pas grave. Ça m'embête pas trop. Voilà, après, il y a Injective, Band Protocol, Desmos, qui est un projet assez rigolo, mais bon, qui est pas ils font pas beaucoup de marketing, mais ils essayent de créer un réseau social décentralisé. Ouais. Euh, Et dans les chaînes à venir, éventuellement?
Bah, il y a là, ouais, probablement. il y a DIDX là où DIDX, ouais, ouais. c'est pas mal ça. Il y a Dimension qui m'intéresse pas mal. Il y a bah, Lava aussi. Ah bah Après, il y en a d'accord. d'autres où ouais, de web, tout ça où Des WS, de web service, ouais. ouais, c'est intéressant. Je pense pas qu'on va participer à beaucoup d'entre eux, mais c'est des projets qu'on va suivre et dès qu'on peut, disons au prochain bull market et qu'on a les ressources, on essaiera certainement de rentrer dans les actifs 7. Ok, 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 ok. ça marche. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ça permettra aux éditeurs, à ceux qui nous regardent, bah, de se forger son propre avis sur Hightech et affiner en fonction leur délégation. Ouais, je voulais ajouter un mot, Je t'en prie. c'est que moi récemment j'ai fait l'exercice que certains d'entre nous font régulièrement, qui est de repasser sur mes délégations pour regarder comment je les avais réparties, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a des mecs qui sont jailed, est-ce que Hmm. j'ai bien décentralisé. Et ça a été l'occasion pour moi justement de vous repérer à Hightech un peu dans les sets de validateurs. Donc pour ceux qui ne savent pas, tu vas sur Minscan. Sur Minscan, tu as toutes les chaînes. Et là, tu sélectionnes, enfin souvent, tu vas trouver la chaîne Cosmos qui t'intéresse. Elles-ci ne sont pas toutes, mais quand même. Et tu vas pouvoir trouver dans cette interface les validateurs sets. Et dans ces validateurs sets-là, tu as le classement par voting power, quoi, qui est plus ou moins la taille de ce qui leur est délégué. Et on sait tous que à l'avenir, c'est intéressant pour nous de déléguer à des gens qui sont plutôt bas dans les classements de validateurs sets parce que ça favorise la décentralisation et c'est vu plutôt d'un bon oeil par des protocoles. Pour ne pas le citer, par exemple, Quicksilver a annoncé qu'ils allaient plus airdropper ceux qui décentralisent beaucoup plutôt que de déléguer 100% à un des membres du top 10. Donc ça, c'est quelque chose que je veux encourager les gens à faire, c'est de regarder. Et typiquement, Hightech, vous allez voir parfois, ils sont plutôt bien placés avec des taux de commission qui sont corrects, vers 5%, ce qui leur permet, j'imagine, de vivre et en même temps, ça reste un APY intéressant. Et donc voilà, et donc c'est intéressant et pas que Hightech, bien sûr, hein, faites vos recherches, il y en a plein. Mais c'est intéressant, surtout quand on sait derrière le travail, en l'occurrence artisanal, de nos amis là, qui est fait et que vos données sont choyées, quoi. Voilà. C'est ça. Oui, Bien c'est ça. résumé. Et puis voilà, j'insiste également, faites vos recherches, recoupez les informations, pensez à la décentralisation et au fait, justement, comme le disait Manda à l'instant, de penser à la décentralisation et au fait de pouvoir déléguer sur une même chaîne à plusieurs validateurs, ce qui confortera le système de décentralisation. Ok. Ouais. Et tiens, si je finis justement dans ces actifs 7, donc on a tous la liste des validateurs avec leur logo ou non des fois. Et donc on a designé le nôtre exprès en fait soigneusement pour essayer d'être le plus visible possible, de ressortir dans ces longues listes, Mhm. donc les couleurs et tout. Et en choisissant un bouquetin, parce qu'on habite juste à côté des Alpes, donc chaque fois qu'on va en rando, on en voit beaucoup. Et le projet Ibex, en fait, Ibex, c'est bouquetin en anglais. Donc on voulait faire un token qui s'appelait Ibex parce qu'on trouvait ça très, très marrant. Yes. Ah, c'est Correspondance fun. de la marque. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, merci pour votre participation à cet entretien. Un petit rappel pour tout le monde. Vous aurez donc dans la description l'ensemble des liens concernant Hightech et notre commu. Vous êtes toujours les bienvenus également sur notre Discord et les différents médias. On se fera un plaisir d'échanger avec vous, avec les validateurs et de vous accompagner sur les différents points de l'écocosmos. Merci à tous Ouais, merci à vous. et à bientôt. Allez, Les bonne gars. soirée. Merci Salut. merci à tous les deux. Ciao.